C'est tout bon? Olga de Madagascar, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très sympa. Je suis conscient et je sais qu'on n'a plus de lecteur CD à la maison, mais on s'en fout, excusez-moi. Là-bas dehors, il y a les CD. Je sais que vous avez Twint, 20 francs, vous twintez sur le numéro qu'il y a et on va soutenir directement les projets soutenus par Olga. Bien. Alors, à moi. Comme dit, malheureusement, Gerardo n'est pas là. Après, de l'autre côté, j'ai peut-être l'honneur, ou malheureusement pour vous, c'est moi qui représente Gerardo, sur notre voyage qu'on a fait à Komodo, les 2 voyages en 2023. On est allé la première fois pour le recensement sur le terrain et la deuxième fois le recensement dans les institutions zoologiques. Alors, les dragons de Komodo, on les trouve en Indonésie. En Indonésie, principalement sur 5 îles. On voit bien situé où c'est plus ou moins. Et puis, on voit très très bien ici, de ce côté-là, l'île de Flores, la plus grande île où on peut trouver des dragons de Komodo. Et puis, à gauche des îles de Flores, il y a le parc national avec l'île de Komodo, avec Padar, Nusa-Kode, Jigtoreng et puis Rinca. C'est là qu'on va trouver les dragons. On voit très bien aussi où existaient des dragons avant et où c'est qu'il y en a encore maintenant. Et la problématique est principalement Flores, due au fait que la population grandit là aussi. On a entendu la même histoire à Madagascar. La population grandit et ça va créer des lieux aussi touristiques. Et puis ceci, malheureusement, sépare les couloirs de migration des animaux. Ça veut dire aujourd'hui on a des populations isolées sur Rinca et ça peut, avec le futur, devenir un petit problème aussi génétique des spécimens de Flores. Alors, il y a une étude de répartition qui a été faite sur les dragons de Komodo sur Flores. Vous voyez, il y a 340 caméras qui ont été installées avec des pièges photographiques et des abats. Et ces abats, je vous jure, ça pue. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a plus ou moins 1400 km de côtes qui ont été faits en moto, en drone, en camion, à pied, en bateau. C'était un sacré beau travail qui a été mis en place pour voir la répartition des dragons de Komodo sur Flores. On voit très bien qu'il n'y a que, entre guillemets, 85 caméras qui ont enregistré des dragons de Komodo. C'est les points en rouge. Et on voit très bien que tout le sud de l'île de Flores et tout l'est de l'île de Flores, il n'y a aucun dragon de Komodo qui a été vu. Et on le sait, hein, le côté sud de la côte est aussi très très en pente. Et puis c'est pas trop les lieux où émettre les dragons. Alors c'est qui fait ce travail sur toutes ces années? Vraiment, ce grand travail, c'est le KSP, le Komodo Survival Program. C'est une institution, une ONG qui s'est mise en place il y a 23 ans en arrière. L'idée était venue de Tim Jessop, un Australien, qui faisait des études en Australie et il avait besoin des étudiants pour lui donner un coup de main. Et c'est là qu'il est tombé principalement sur 2 jeunes étudiants, Denny Povandana et puis Ahmad. Et ces jeunes, ils ont créé cette fondation, cette association Komodo Survival Program. Et c'est aussi la seule association au monde d'ampleur d'un animal phare qui est gérée uniquement par des biologistes, des jeunes locaux. Il n'y a pas l'Européen qui va leur dire ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas l'Américain ou l'Australien qui va leur dire quoi faire. Il y a juste un contrôle scientifique et puis le fait d'avoir des ressources financières où on donne un coup de main. Et c'est vraiment un truc unique. Et l'EASA, l'Association européenne des eaux, dans la fonction principalement des eaux qui détiennent les dragons de Komodo, soutiennent à l'auteur de 40 000 € par année ce programme-là.
On l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui et ça devient de plus en plus intéressant. Ce n'est pas juste qu'on va faire du recensement sur les dragons de Komodo, mais il faut beaucoup parler avec les autorités, avec les écoles et puis avec les villageois. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Aussi, la formation du BPKSDA, je ne vais pas vous traduire parce que c'est hyper compliqué en indonésien, mais c'est les rangers, c'est un peu les gardes-faune qu'on a chez nous, la police de la faune, c'est un peu la même chose sur ces îles en Indonésie. Alors il faut leur faire voir, comment faire, comment mettre les caméras, quel type de caméra, comment attirer les dragons, comment après faire tout le suivi de ces animaux et surtout le donner au KSP, au Komodo Survival Programme. Tout ce qui est le patrouillage, il faut faire avec eux, on les accompagne, ça veut dire c'est le KSP les accompagne sur le terrain. Et puis, un des grands problèmes, mis à part la perte de l'environnement pour ces dragons, ce sont les chiens errants. Les chiens errants, c'est eux qui sont principalement responsables pour la mise à mort des jeunes dragons de Komodo. Ils ont faim, ils bouffent ce qu'ils peuvent prendre, et puis principalement, c'est des jeunes dragons de Komodo. Alors là aussi, le KSP a mis en place tout un programme de castration, stérilisation des chiens errants sur ces îles. Et puis j'ai dit avant, on l'a entendu Madagascar, on a entendu Hilaria en Calabre, il faut impliquer la population locale. C'est eux qui vont à la fin pouvoir, une fois qu'on a mis en place le tout, sauver ou bien protéger les espèces sur place. Et ça commence toujours par les enfants. Il faut aussi discuter avec les villageois. C'est très important, leur faire comprendre. Et là, le KSP a fait quelque chose de très intelligent. Il y a 10 ans en arrière, ils ont appliqué la haute école de pédagogie de Jakarta, où chaque année, ils ont une vingtaine d'étudiants qui mettent toujours à deux pendant quelques mois dans les différents villages. Et c'est quand il y a un conflit dragon de Komodo humain, c'est eux qui vont leur expliquer, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, vous avez fait faux ici, faites mieux comme ça. Et ça permet aussi de bien corriger les choses. Et ça protège à la fin le dragon de Komodo parce qu'on apprend à bien faire. Alors c'est drôle, hein, ils ont réussi à faire ça à Komodo et nous, on n'arrive pas en Suisse avec les loups. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et puis, aussi, en même temps, pour faire que aussi, les villageois peuvent gagner des sous, il y a ces petites sculptures de dragons de Komodo en bois qui sont faits par du bois local, sustainable et tout, que nous, on va commencer à importer et vendre pour pouvoir refinancer les projets sur place. Il y en a encore un ou deux, si jamais, 30 francs, 20, c'est vite fait, vous avez un joli souvenir. Bien. Ici, on voit très bien, il y a plus ou moins sur Flores 1000 varans, et dans le parc national en 2017, on est parti de 2500 varans à plus ou moins 3000 varans. Alors même des grandes espèces comme ça, c'est possible de faire quelque chose qu'en quelques années, la pente, elle remonte. Le recensement de ces animaux, j'ai dit avant, ça fait 23 ans qu'il se fait, et forcément, on ne peut pas faire toutes les îles, et on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que sur chaque île, et puis là on voit la petite fléchette, il y a toujours une vallée qui est choisie, c'est la même tout le temps, et dans cette vallée-là, chaque année, on fait le recensement d'environ 3 semaines par vallée. Sur Rinca, c'est la flèche jaune tout à droite, c'est là que nous, on a passé les 3 semaines, et puis on a réussi à attraper plus ou moins 90 dragons de Komodo qu'on a pu prendre les mesures. Et ça, depuis 23 ans, les dragons de Komodo sont pucés. Quand on en a qui ne sont pas pucés, ça veut dire que c'est des jeunes, des nouveaux, ou un qui a migré de quelque part. Et puis comme ça, on a vraiment ce suivi. Et ce qui est intéressant, c'est que, mis à part qu'il y a du boulot, parce qu'il faut amener tout le matériel par bateau, et le reste, c'est tout à pied, c'était bien. J'ai perdu un peu de poids, que j'ai repris entre deux, malheureusement. Tout le matériel, tout est amené à pied. Vous voyez sur la carte, il y a diverses couleurs, c'est les zones. À chaque fois, pendant 2 jours, il y a les trappes et les caméras qui sont installées dans une de ces zones. Et puis après, il faut les redéplacer à pied pour attraper les prochains dragons de Komodo. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous avez les caisses sur le dos, vous avez le bâton, vous avez les appareils photo. Dans les sacs rouges, il y a les abats. C'est cool quand on marche tout devant, mais pas derrière. C'est pas très agréable.
Et puis, on suspend les abats assez en hauteur. Et forcément, vous savez, le dragon de Komodo peut capter à 7 km de distance une proie. C'est juste hallucinant. Il y aura toujours un dragon de Komodo qui est dans la trappe qu'on voit ici, qui est fermée. Et puis, il y en aura encore un ou deux à l'extérieur. Alors, c'est assez facile sortir de la cage celui-là qui est enfermé dedans. On ouvre la cage, on les fixe à la tête, on sort l'animal. Quand c'est ceux-là qui sont à l'extérieur, là, c'est au lasso. Et ce n'est pas des lézards des murailles, ce n'est pas un pogona, ça y va un peu, et puis c'est sport. On le voit, hein, on dirait que c'est un peu cruel d'avoir ça comme ça, mais c'est vrai que, voilà, nous on a des fois des difficultés avec les nuques des dragons de Komodo en captivité. Là, c'est des autres appareils qui sont bien plus musclés. Et puis, après, on prend toutes les mesures. Longueur du corps, longueur de la queue, du museau, cloaque, tout est mesuré, longueur de la bouche, la largeur de la bouche, entre les yeux, vraiment tout est photographié au mieux, tout est noté, et tout ça depuis 23 ans. Et toutes ces notes, alors à gauche, vous voyez le garçon qui est en train de prendre les notes de la bête qu'on a juste attrapée. À droite, la fille qui a le suivi de 23 ans. Et c'est hyper beau à voir parce qu'on voit exactement l'évolution de ceux-là qu'on avait chippés. On voit exactement l'évolution de la croissance, quand c'est que les mâles sont dominants, quand c'est que ça redescend de l'autre côté, quand c'est que les femelles sont dominantes sur les nids. Et on sait aujourd'hui, on a un très joli suivi sur ça. Et puis, typiquement, par exemple, les mâles dragons de Komodo, c'est entre 8 et 10 ans qu'ils ont vraiment cette dominance, même pas 10 ans, mais 8 ans, c'est vraiment là où ils sont, comme chez nous les mecs, 25 ans, la meilleure forme, pleine forme, et après ça commence à descendre. Eh oui, vous y arrivez aussi, vous. OK, alors de nouveau, et tout est checké sur place, ce sont tous des jeunes biologistes ou des gardes-faune qui font partie du KSP. Ici, une jolie femelle qui a ces divers trous autour de son nid. On voit qu'elle est assez maigre. Ça, c'est toujours quelques jours avant la ponte. On voit des moments que la queue est comme ça maigre. Ça veut dire qu'elle va bientôt pondre. Et puis, elle fait toujours plusieurs trous pour irriter un peu les prédateurs. Elle va mettre un liquide qui sent assez fort dans les trous vides. Et puis les œufs, elle va les poser le plus neutre possible, comme ça les prédateurs vont s'y prendre aux trous où il n'y a pas de ponte. Et une fois que c'est fait, on recharge le tout et on remarche, et on remarche, et on remarche. Ouais. Voilà, un joli mâle. Après, attraper, je crois que tu m'as dit que ça va tout seul, c'est juste? Jérôme, je peux appuyer? J'envoie par poste. Hop, voilà. Alors ici, au lasso, alors des fois, il y en a qui viennent. Génétiquement, il faut juste savoir, le dragon de Komodo, il a du tout la trouille de l'humain. Hein. Nous, on est un jouet pour lui. Alors même qu'on est là 4 à 5 ou 6, il revient quand même. Et en plus, quand vous voyez le garçon à gauche qui a au bout de la corde un os qui pue un peu, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, le cerveau reptilien, il vient et ils oublient tout. Et c'est pour ça que c'est quand même des animaux, quand on fait faux, quand on fait des mouvements trop rapides, c'est un peu comme un pitbull, ça va dans tous les sens. Alors voilà, le lasso. Après, hop, c'est pas très doux. On le prend à la queue et puis il est tout de suite ramené contre un tronc. Toujours contre un tronc pour pouvoir lui fixer la tête. Voilà. Alors il n'y a pas de seconde pour hésiter, c'est assez dur à voir, mais croyez-moi, hein, le dragon de Komodo, toutes ces mesures, l'attraper à le relâcher, c'est entre 10 et 12 minutes. Et après 12 minutes, quand vous le relâchez, il a déjà tout oublié ce qu'on lui a fait avant. Et s'il a envie, il revient. Il s'en fout complètement, il revient, toujours dans l'espoir de vous bouffer. Bien. Ce qu'on a aussi réussi à faire avec l'Association européenne des zoos, c'est que vous avez vu, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres que ces garçons marchent. Alors on a réussi à acheter un terrain et une petite maisonnette où, quand ils sont sur le terrain pour ces recensements, ils ne sont pas obligés de toujours ressortir 45 kilomètres de la forêt pour le lendemain re-rentrer dans la forêt.
ils ont leur stationnement, ils peuvent dormir sur place, et ça évite déjà de beaucoup de perte de temps et de marche de kilomètres. Sur Rinka, vous avez peut-être entendu, il y a quelques années en arrière, ils ont fait le Dino Park, le parc des dinosaures, etc., truc touristique. C'est complètement faux. Ça a été des informations journalistiques qu'ils ont vendu ce truc complètement faux. En effet, sur Rinka, c'est très très joli parce que le côté rond qu'on a, c'est un musée sur l'histoire des dragons de Komodo. Et c'est assez facile et assez commode pour les familles pour pouvoir faire voir ces dragons en nature, ce qui amène toujours des sous. Alors, le problème, c'est que maintenant, ils sont montés à 1000 personnes par jour qui peuvent aller visiter les dragons de Komodo. C'est beaucoup. Et puis eux, ils nous disent, oui, mais toi, 1000 personnes fois 10 francs, c'est 10 francs, $10 l'entrée. Ça fait $10 000, et puis avec ça, on peut payer les rangers. Et malheureusement, nous, on a parlé avec les autorités sur place pour leur dire, mais changez la façon, parce que les rangers, ils sont payés pas à l'heure, ils sont payés par guide qu'ils font. Ça veut dire qu'ils vont 500 mètres dans la forêt, voir un dragon de Komodo, on fait la photo derrière le dragon de Komodo, on ressort. Seulement que 1000 personnes fois 10 balles, c'est 10 000, et ces garçons, ils veulent faire le plus possible de touristes. Mais il n'y a pas que les dragons, il y a les oiseaux, il y a des autres lézards, il y a des serpents, il y a toute la faune qu'on pourrait faire voir, mais malheureusement, on n'en profite pas. Alors nous, on a fait tout un plan de stratégie pour les autorités, en leur faisant voir de s'occuper de 500 personnes par jour. Ah mais non, mais 500 personnes fois $10, c'est que $5 000. Non, vous faites 500 personnes fois $50. $50, c'est nul pour nous, les touristes. Nul. On paye 3000 balles pour aller là-bas en vacances, plus l'hôtel, plus les cocktails et tout. C'est 10 à $50, il n'y a rien qui change. On aurait plus de temps pour les rangers, on pourrait payer plus les rangers au lieu par tour à l'heure, et on pourrait faire beaucoup plus pour la communication sur ces îles. Anyway, j'ai dû la mettre parce qu'ils adorent nos t-shirts. Et puis, il n'y a pas que des dragons de Komodo, mais en soit aussi, les îles sont magnifiques, il y a des magnifiques plages et c'est très très bien protégé dans le parc national. Ça, c'est pas d'art, si jamais. Bien, après ça, on est allé au zoo de Taman. Le zoo de Taman Safari, c'est le zoo qui élève le plus de dragons de Komodo en captivité, seulement qu'ils le font pas toujours bien. Alors on s'est mis avec eux pour leur faire voir comment ce qu'il faut faire, sur quoi qu'il faut regarder. Gerardo, vous le voyez là, 4 heures le matin, je me réveille, il est en train de faire son PowerPoint, mais il est comme ça, le mec, il n'arrête jamais. C'est pour ça qu'il est malade en plus. Peut-être il m'entend parce que c'est enregistré. Bref. On explique à tout le staff du zoo les erreurs qu'ils font, que leur enclos derrière Gerardo est trop à l'ombre, par exemple, ou bien il n'y a rien du tout pour grimper. Les dragons de Komodo, jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, ils sont arboricoles. On a quasiment, dans un lézard, on a 2 types de comportements. On a un lézard arboricole quand ils sont jeunes et on a un lézard terrestre à partir de 4 ans. Et ces lézards-là, ils n'avaient ni de soleil, ni rien pour grimper. Forcément, ils ne vont pas développer la musculature idéale et ça devient difficile de relâcher des animaux comme ça. Alors, c'est tout le speech et le travail qu'on a fait. Intéressant, c'est qu'on a aussi déjà des saisies qui se font, des saisies. On a un collègue qui vient de rentrer de Bangkok, qu'on envoie dans les marchés asiatiques, etc. Toutes les saisies, aujourd'hui, ne finissent dans la règle pas trop dans des zoos, mais on essaye, avec le KSP et avec les autorités locales, de les réadapter dans un espace comme on a là, 3-4 semaines, les refaire chasser, les reprendre la forme, et puis après, ils sont relâchés. Ici, c'était au nord-est de Flores, dans la nature. Autre exemple, c'était la relâche de 6 dragons de Komodo qui provenaient du zoo de Taman, qu'on a vu avant. Et puis, alors, il y avait le Asian Summit sur Flores. Et puis, pendant le summit, ils voulaient, devant tous les politiciens du monde, relâcher des dragons de Komodo. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait cet enclos, ils en ont préparé 6, ils les ont laissés là apprendre à chasser, etc. Et puis, ils les ont relâchés dans cette région. Je ne sais pas si... Ah, oui, elle est où la souris? Elle est là. Ici, dans cette région ici,
vous avez, et puis là vous avez Labuan Bajo, où il y a l'aéroport, où les touristes partent pour aller sur les îles, c'est ici. Ben, ce centre qu'ils ont construit pour ce summit, ils l'ont sorti comme ça, hein, c'est un truc de millions, qui a coûté des millions au milieu de la nature. Et ben, de Labuan Bajo d'ici au centre, ils ont fait une autoroute à 4 voies. Avant, tu y mettais en motocross des heures à arriver. Là, maintenant, c'est l'autoroute. Et puis, sur les 6 dragons de Komodo, il y en a 3 qu'ils ont retrouvés écrasés sur cette autoroute. Et puis, un qui a été tué par un chien errant. Alors, il y en a sur 6, 2 qui sont encore quelque part dans la nature. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est maintenant tout ce travail qui a été fait, la croissance de ces animaux, comment est-ce qu'ils mangent, etc. Tout ça, on peut le reprendre en captivité. Par exemple, aussi les observations des accouplements. Est-ce que c'est vraiment le mâle qui décide ce qui se passe? Non, chez le dragon de Komodo, c'est madame qui dit ce qui se passe. Et puis, toutes ces choses-là, on a pris toutes les mesures, chaque heure, le matin, toutes les heures, des UV, des températures, température au sol, température à l'heure, l'intensité des lumières, etc., pour tout ramener en captivité pour les animaux qui font partie du programme de conservation dans les espaces clos. Et puis derrière ça, tout le suivi médical, les soins et la longévité. Quand on pense toujours que les dragons de Komodo, ça vit 70 ans, non, la majorité des dragons de Komodo vont vivre entre les 12 et 14 ans, pas beaucoup plus. Il y a après des exceptions, hein, mais disons l'âge moyen, c'est les 12-14 ans au jour d'aujourd'hui, ce qu'on connaît. Après, regardez ce qui se passe sur le terrain, mais on a fait ça aussi en in situ, ça veut dire on a des installations avec des points de chaleur depuis le haut sur le corps qui chauffent tout le corps. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait quelques ampoules chez les lézards ou comme ça, puis il y avait juste la tête qui était dessous. La tête, elle était bien chaude, le reste du corps, pas du tout. Ça, c'est l'image qu'on veut sur les animaux. C'est vraiment un corps complètement chaud. Et puis après, c'était intéressant à savoir à quel degré les dragons de Komodo vont-ils digérer et à quel moment de la journée. Alors, on les a fait avaler chez nous, ici aussi, de ces capteurs de température. On mettait ça dans une souris, hop, et puis après, on pouvait voir exactement quand c'est qu'ils vont digérer selon des petites proies ou quand ils ont mangé une biche entière, et surtout à quelle température ils vont se poser pour avoir la digestion idéale. Et c'est très intéressant à voir parce que les dragons de Komodo cherchent vraiment plus ou moins assez précis les mêmes points de température. Voilà. La même chose qu'on a fait sur le terrain, on veut le faire aussi avec les animaux dans le programme de conservation. C'est vraiment prendre toutes les mesures, la croissance, et arriver à faire que ce soit les mêmes courbes en nature qu'en captivité aussi. Et aussi, toute l'élaboration d'une base de données diététiques. Aujourd'hui, la majorité des dragons Komodo qui sont du programme de conservation en captivité, ils sont obèses. Ils sont beaucoup trop gros. Et il faut avoir le courage de ne pas les nourrir. Et ben, vous savez, chez nous, là, c'est 1 fois par mois, point barre. Alors bien sûr, c'est dur parce que tu as presque la peine pour cette pauvre bête. Tu vois qu'elle a faim, mais c'est ce qu'elle a besoin. Et c'est là qu'elle va le mieux. Et puis après, ben, voilà, si on a peur de rentrer parce qu'elle a vraiment faim, ben, on cherche des autres possibilités. Mais c'est vraiment de faire attention sur l'obésité de ces animaux-là. On a déjà passablement de données sur les maladies. Je ne vais pas le présenter ici parce que ce n'est pas encore officiel, mais la nourriture y joue un grand rôle. Alors, j'ai dit les cycles de reproduction des femelles en captivité. Là aussi, avec nos vétérinaires, on a commencé chaque mois de faire des échographies pour voir le développement des ovaires. Et puis là aussi, je pense que l'année prochaine, on pourra déjà, par le biais de l'Association européenne des eaux, communiquer plus. Et c'est fou, hein, on est en 2024 et on apprend à chaque fois quelque chose de nouveau sur ces animaux. Voilà, les entraînements, prise de sang, les échographies. Alors, pour protéger nos vétérinaires, parce qu'on n'a pas trop des bons vétérinaires, on met le dragon dans une caisse et puis ça se fait à partir de l'extérieur pour ne pas les mettre en danger.
Et je l'ai dit avant, typiquement, on a 2 espèces avec un dragon de Komodo. On a des espèces arboricoles quand ils sont jeunes et des espèces terrestres. Ça veut dire que la création de l'environnement n'est pas du tout la même. Et si on veut faire de l'élevage de dragons de Komodo, on doit vraiment anticiper les 2 espaces de vie. Et puis, dans le plan global, aujourd'hui, on a un programme de conservation de l'Association européenne des eaux, on a un programme de conservation de l'Association américaine des eaux. En Asie du Sud-Est, il n'y a pas trop. Et puis, on a quelque chose un peu en Australie. Et maintenant, un global management, ça serait de combiner le tout, pas juste Europe et Amérique, etc., mais vraiment mettre tous les dragons de Komodo qui sont hors milieu naturel dans une banque de données avec un programme géré mondialement et pas par continent. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Et puis, là, on le voit très bien, il y a aussi des animaux qui ne sont pas enregistrés, surtout en Asie du Sud-Est, environ 170 animaux qui sont en captivité. Là, maintenant, en novembre, on est retourné là-bas, refaire du recensement, mais cette fois, ce n'était pas dans la nature, c'était qu'avec les autorités indonésiennes, Gerardo a réussi à faire que, ou bien les autorités indonésiennes ont voulu que Gerardo fasse des représentations aux 12 zoos scientifiques, aux 12 zoos, pas scientifiques, pardon, aux 12 zoos indonésiens pour leur faire voir ce qu'il faut faire vraiment, parce qu'il y a quand même un peu de retard. Et puis après, on a fait un monitoring sur 51 animaux aux zoos ou bien aux 2 zoos de Taman Safari. Alors il y a eu vraiment l'obligation, les autorités ont dit, les zoos, vous allez. Cette conférence, elle est pour vous obligatoire. Alors là, la même chose, c'est un peu plus facile, mais vous voyez, c'était pour faire en 1 semaine le monitoring d'une 50aine de bêtes, il faut des main-d'œuvre, et ils étaient vraiment bien. C'est vraiment des jeunes biologistes, des jeunes vétérinaires, et c'était vraiment cool de travailler avec eux. Et on a fait tout la même chose. On a fait de tous les animaux, toutes les mesures manuelles comme là, on a fait les échographies, on a fait les radios, on a fait les prises de sang, aussi pour savoir la génétique de tout ce qui est en captivité dans ces eaux-là, pour pouvoir prendre des animaux, mieux gérer la génétique entre les zoos indonésiens et surtout avoir des juvéniles qu'on peut remettre principalement sur l'île de Flores pour enrichir la génétique, vu qu'ils ne peuvent plus s'échanger eux-mêmes. Voilà, ici, aussi, prise de sel, pas très agréable. Vanessa du zoo de Barcelone qui gérait les échographies. Vous voyez, les bêtes, elles sont assez grandes. Et puis après, il y a Palasuva en Indonésie. Ça veut dire que l'enclos, il n'avait pas trop de portes pour entrer ou sortir. Alors c'était un peu chaud de soulever des dragons en caisse comme ça. Voilà. Et les résultats, on les aura tout soudainement, je pense, dans l'année prochaine, ou bien un peu plus tard, on pourra communiquer beaucoup plus. Mais je pense qu'on est allé très très loin avec ce programme pour faire quelque chose de très très fort avec une espèce phare de ce règne animal. Merci beaucoup. Je suis convaincue qu'il y a des questions pour Michel sur ce sujet qui est super intéressant. Quelqu'un? Any questions? Yes. Mika, elle est arrivée. Merci. Tu peux expliquer l'histoire des chiens errants qui mangent les bébés où la mère n'a pas un esprit protecteur de ses enfants parce que... Alors, c'est malheureusement pas comme chez les crocodiles où la maman va s'occuper et protéger les petits. Chez les dragons de Komodo, du moment, ou bien comme la majorité des lézards ou reptiles, du moment qu'ils viennent au monde, c'est ton problème, tu t'arranges. Et puis, c'est pour ça que dans cette période d'apprentissage, ces dragons de Komodo, oui, ils savent qu'ils doivent vivre sur les arbres, mais forcément, ils vont descendre, ils vont même voir un chien, et puis, vu qu'ils ont un peu un ego grand, les dragons de Komodo, une femelle de 1m60, 1m70, ça attaque un buffle de 800 kg, seulement que le chien, il est quand même encore à ce moment-là plus vif.
Alors malheureusement, il n'y a pas de protection de la maman chez les dragons de Komodo. Autre question? Dans la présentation, on parle de la longévité, différence, captivité et sauvage. C'est quoi la cause principale qui fait que dans la nature, on reste relativement bas par rapport à ce qu'on aura en captivité? Alors, pour le moment, on n'a pas encore les résultats de savoir si en nature c'est plus long ou en captivité. Dans la règle, les animaux en captivité, ils vivent un peu plus longtemps parce qu'ils ont moins d'attaques, de maladies, de blessures, etc. Chez le dragon de Komodo, on n'a pas encore cette différence. À ce qu'on voit sur le terrain, la recherche, le recensement sur le terrain et les données qu'on a en zoologie, c'est plus ou moins la même chose. Aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière, on perdait les dragons de Komodo avant en captivité parce qu'on n'avait pas les bonnes températures, on ne connaissait pas vraiment les besoins qu'il y avait, et puis on avait des petits soucis chez les femelles dans le développement des ovaires qui faisait qu'elle pouvait mourir très jeune. En effet, entre les 5 et 6 ans, on perdait des femelles. Mais ça, c'était un manque de savoir-faire. Aujourd'hui, ça, on l'a, c'est récupéré en grande partie, mais la différence entre nature et captivité chez cette espèce, même que ça fait des années 60 qu'elles sont en captivité, des recensements et des suivis à tel niveau qu'on a aujourd'hui, ça n'avait pas été fait. Là, on a eu un grand retard. Bonjour. Pour revenir sur la question des chiens, il y a des prédateurs naturels qui existent pour l'espèce ou pas du tout? Alors, mis à part le chien, il y a encore l'humain. Et puis, non, il y a à la fois des rapaces, bien sûr, mais ça, c'est dans le cadre naturel, les rapaces. Ça existe, oui. Mais c'est assez rare, disons comme ça. C'est vraiment plus, aujourd'hui, le grand problème, les chiens. Et puis, après, les dragons en eux, aussi. Parce que les grands, s'il y a un jeune dragon qui passe à côté, l'important, c'est des opportunistes, ils vont le manger. Encore autre question? Oui. Merci. Combien il y a de dragons en captivité et combien en liberté dans cette région? Alors, dans les zoos asiatiques, dans les zoos indonésiens, on est autour des 170 dragons de Komodo, peut-être même plus, parce qu'il y a encore des institutions qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas officielles, officieuses, comme on veut. Et puis, en Europe, on en a 83, aux États-Unis, 83 ou 85, aux États-Unis, autour des 120. En Australie, on a encore une dizaine. Et puis, en liberté, on a vu, c'est environ 2005, 3005, 4000 et quelques dragons de Komodo. Ouais. Tout bon? Alors, merci beaucoup, Michel Ansermet. Je ne reçois pas mon cadeau? Non, non. Alors, il nous reste encore